Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Ça fait un moment que j'en parle sur Twitter. Ça y est, je lance enfin mon émission sur l'Olympique Lyonnais. Donc voilà, l'objectif, ça sera de revenir régulièrement, le plus régulièrement possible. Je vous promets rien, mais je vais vraiment essayer d'être le plus récurrent possible sur cette chaîne pour revenir avec vous, avec des invités qui seront très souvent différents sur l'actualité de l'Olympique Lyonnais, sur des sujets toujours liés à notre club de cœur. Ça s'appelle Terrain numéro 10. Je pense que pas mal d'entre vous auront capté la référence, et plus jeunes peut-être un peu moins. Et je suis super content de vous présenter cette première émission. Au sommaire de cette émission, donc on évoquera dans un premier temps le départ de David Friot, l'ancien directeur sportif de l'Olympique Lyonnais qui a été démis de ses fonctions. On analysera les possibilités pour le remplacer, est-ce qu'il faut même le remplacer. On parlera plus globalement de la gestion du mercato de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que le mercato a finalement été réussi ou non? Les interrogations qui découlent de ce mercato. On parlera de la position de Pierre Sage suite à ce mercato. Est-ce qu'il a été fragilisé ou non durant cette fenêtre des transferts? On parlera ensuite de l'effectif post-mercato. Quel effectif à l'OL actuellement? Comment il a été constitué? Et qu'est-ce que Pierre Sage justement peut faire de cet effectif? Et on terminera en évoquant les objectifs, les ambitions auxquelles peut prétendre l'Olympique Lyonnais sur cette saison. Merci de me suivre pour cette première émission. Merci de m'accompagner, les gars. On va commencer par une présentation de nos invités. Mathias, commence par toi, plus connu sous Sinon le de Matolisto Matolisto sur Twitter, sur Twitter, c'est ça. des super compilations de nos joueurs préférés. Merci à toi Alex. Salut Thomas, salut Alex. Et je suis très content d'être ici, c'est un honneur. Et, euh, et du coup, ouais, Matolisto sur Twitter, voilà, je fais des compilations de matchs, un peu tous les matchs. Aussi l'OL, un peu plus compliqué ces derniers temps avec les copyrights, où on peut plus rien poster quoi, sur Twitter, donc c'est un peu chiant. Mais voilà. Ouais, mais je pense que beaucoup de personnes te connaissent, beaucoup de personnes qui vont voir cette émission te connaissent et te suivent notamment pour tes super compilations. Donc déjà, bravo à Merci, toi c'est gentil. pour Ouais. ce travail. Et mon deuxième invité de taille aussi, Thomas, bienvenue sur cette émission. Merci de ta présence. Je te laisse voilà, dire quelques mots sur ce que tu fais et ton rapport avec l'Olympique Lyonnais aussi. Merci Alex, bonjour Mathias aussi, hyper honoré de participer à cette première. Moi l'OL c'est d'abord une passion depuis tout petit. Ensuite c'était au niveau de j'ai été journaliste pendant une quinzaine d'années, donc j'ai pas mal suivi le sport et l'OL notamment. Et puis toujours Groupama, Gerland avant. Ça fait des années que je suis le club. J'ai aussi été salarié de l'OL pendant quelques temps. Les trois premiers titres. Donc j'ai eu de la chance de les vivre de l'intérieur, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et puis non, après voilà, c'est vraiment que de la passion. Et puis on continue sur Twitter quasiment au quotidien à suivre l'actu et de temps en temps à essayer de la commenter du mieux possible, quoi. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir pour cette première émission de cette chaîne. Et merci aussi à toutes les personnes qui prennent le temps de regarder ce podcast en espérant que ça vous plaise. Je vous invite à vous abonner à cette nouvelle chaîne et selon ce que vont dire nos deux intervenants sur les sujets évoqués aujourd'hui, je vous invite à répondre dans les commentaires. Ça va faire du bien à cette nouvelle chaîne pour bien démarrer. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on en a parlé en intro. Le thème du jour, c'est le début de saison de l'Olympique Lyonnais. On va commencer par l'actualité chaude du club avec le départ de David Friot, c'est tout récent. Le directeur sportif qui a été démis de ses fonctions suite à la fin du mercato. Donc, la raison officielle qui n'a pas été communiquée par le club, évidemment, mais qui en ressort, c'est une mauvaise gestion du mercato, notamment sur le plan des départs. Thomas, est-ce que c'était un départ inévitable, selon toi? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que
je pense pas seulement la gestion du mercato qui explique son départ à David Rio, c'est qu'il avait des relations très compliquées avec pas mal de monde au sein du club, que ce soit à l'intérieur ou même à l'extérieur dans l'environnement direct, notamment avec les journalistes par exemple. Il faut savoir que en fait ça fait des mois, voire même des longs mois que le club pousse, notamment pour ouvrir les entraînements au public. C'est quelque chose que les supporters demandent. Ça a été remis un petit peu en place il y a quelques temps. Mais David Rio était assez opposé, enfin même assez farouchement opposé à ça. Pour lui, voilà, il fallait préserver l'équipe de tout environnement extérieur. Ce que le club avait du mal à comprendre, encore plus avec l'engouement qu'on a vu ces 6 derniers mois, avec la remontée fantastique de la fin de saison dernière, où on a vu quand même un stade qui était plein à tous les matchs, un public qui n'attendait qu'une chose, c'était de pouvoir voir ses idoles. Et voilà, déjà ça passait pas trop au sein du club. Et puis pour le dire clairement, ça passait très mal avec la cellule de recrutement. Petite parenthèse, on a beaucoup dit que David Friot était venu sur demande de Mathieu Louis-Jean, puisqu'ils travaillaient ensemble à l'OM. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du tout vrai. En fait, Mathieu Louis-Jean et David Friot n'avaient pas des relations, on va dire, très bonnes. Elles n'étaient pas détestables non plus, mais en tout cas, ils n'avaient pas de relations vraiment cordiales, on va dire. Enfin, c'était un petit peu bonjour, au revoir. Donc, c'était pas du tout une demande de Mathieu Louis-Jean de faire venir David Friot. Et la relation, malheureusement, avec la cellule de recrutement s'est dégradée. Petite anecdote que je vais vous confier. On m'a dit que David Friot était pire que Vincent Ponceau, voilà, au sein du club. Et c'est des gens, voilà, qui sont proches du club qui m'ont fait part de ça. Voilà, que vous connaissez un petit peu la réputation de Vincent Ponceau, David Friot, d'après ces personnes-là, c'était pire. Donc ça montre quand même qu'il y avait des relations très compliquées qui ont fait qu'il ne pouvait tout simplement plus rester, je pense, à l'Olympique Lyonnais. Donc un départ quasi inévitable de David Friot. Ça laisse une place vacante au poste de directeur sportif. Thomas, on commence à parler du côté de l'Olympique Lyonnais d'un potentiel remplaçant à David Friot. J'ai vu passer notamment Eric Abidal ou Michael Gerlinger qui fait partie du groupe Eagle. Qu'est-ce que tu vois pour la suite? Il y a aussi la solution interne avec potentiellement Mathieu Louis-Jean qui aurait un peu plus de responsabilités. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ce contexte-là? Et comment tu envisages la suite pour ce poste de directeur sportif à l'OL? Moi, je l'avais dit sur Twitter il y a quelques jours. Pour moi, la suite logique, en fait, ce serait bizarrement, mais de ne pas recruter quelqu'un à ce poste de directeur sportif pour une simple et bonne raison, en fait. Et si l'émission, on va parler du mercato, on va en parler dans quelques minutes. Mais en fait, ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais, et c'était déjà le cas à l'époque avec Juninho, que moi, une époque que j'ai suivi de très très près, comme vous le savez, c'est qu'en fait, il y a trop de décideurs à l'Olympique Lyonnais. Qu'est-ce qui se passe pendant les mercatos? C'est qu'on a la cellule de recrutement qui a des pistes. C'est normal, c'est son boulot, vous allez me dire. Donc, la cellule de recrutement, ils ont plein de pistes, plein de joueurs à chaque poste. C'est un boulot qui est fait sur 6 mois, 1 an, peut-être 2, 3, 4 ans, même pour certains joueurs qui sont suivis depuis très très longtemps, notamment par Mathieu Louis-Jean. On a du coup John Textor lui-même qui joue un petit peu le rôle de directeur sportif et qui à tout moment a des lubies pour recruter tel ou tel joueur. On a envie de dire c'est le patron, donc il peut faire un peu ce qu'il veut, mais enfin même si c'est quand même pas du tout son rôle, donc ça fait déjà une autre personne qui prend des décisions sur le recrutement. Et puis donc est arrivé en cours de saison dernière David Friot. Lui, il arrive, on lui donne entre guillemets les pleins pouvoirs sportifs. Sa première volonté, c'est quoi? C'est de s'imposer, et bien évidemment, d'imposer son idée, sa patte. Déjà tout de suite, il avait voulu imposer un entraîneur, ce qui n'était pas très bien passé, comme vous l'imaginez, auprès de Pierre Sage notamment, ni auprès de Textor, soit dit en passant. Mais bon, ça peut arriver qu'il y ait des tensions. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le mercato d'été? C'est qu'il y avait les pistes du coup Textor, les pistes de la cellule de recrutement, qui est là pour ça encore une fois, et les pistes de David Friot. Donc en fait, on a 3 canaux de décision au club. Donc forcément, à un moment donné, ça coince. Il devrait même y en avoir qu'un seul. Normalement, il devrait y avoir qu'une seule voix. On devrait parler tous ensemble. Je parle même pas d'un 4e canal qui pourrait être Pierre Sage, bien évidemment, qui pourrait aussi avoir son mot à dire. Lui,
heureusement, on va dire, il est bien gentil et il fait un petit peu avec ce qu'on lui donne. Et pour l'instant, il prend pas trop la parole là-dessus sur le recrutement. Il essaie de travailler en harmonie avec tout le monde et de faire au mieux, mais il n'est pas trop décisionnaire là-dessus. Mais bon, on a quand même donc entre 3 et 4 canaux de décision. C'est beaucoup trop. Donc pour moi, ça c'est un avis très personnel qui ne m'engage que moi, mais il faudrait en fait tout simplement arrêter, supprimer ce poste de DS à l'instant T. Pour moi, on n'en a pas besoin parce que la cellule de recrutement fait très bien son boulot. Sincèrement, si on l'avait laissé travailler cet été, je pense qu'on s'en serait rendu compte. En plus, de toute façon, on sait qu'il y aura Textor à un moment donné qui passera par-dessus. Ça, c'est quasiment inévitable. Donc, pas la peine de rajouter une personne en plus, ou alors à la seule condition que cette personne-là travaille en harmonie, mais vraiment totale, fusionnelle avec la cellule de recrutement. Mais pour ça, en fait, on a déjà la personne, pour moi, toute trouvée, c'est Mathieu Louis-Jean. Alors, certains vont dire qu'il n'a pas les épaules pour, qu'il n'a pas le charisme pour, mais Mathieu Louis-Jean, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien le football, qui a un réseau extraordinaire. Tout le monde le connaît dans le milieu du foot et lui connaît tout le monde. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Et après, parler aux joueurs, en fait, il le fait au quotidien. Donc, ce serait pas un souci. À la limite, la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, mais c'est ce qu'on reprochait déjà à David Friot, c'est de ne pas apparaître peut-être suffisamment face aux médias. Mais en même temps, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a un intérêt réel à ça? Ça peut se discuter, mais pour moi, Mathieu Louis-Jean, à l'heure actuelle, en fait, c'est pas la peine de rajouter quelqu'un et lui a toutes les compétences pour occuper ce poste. Mais justement, tu as commencé à parler de de ce mercato à plusieurs vitesses à l'OL, avec d'un côté la cellule de recrutement qui travaille dans un sens, John Textor, pardon, le propriétaire, qui travaille dans un autre sens et qui ramène ses propres recrues, qui gère de son côté le mercato. Ça crée un contexte qui est tout simplement invivable pour un professionnel comme Mathieu Louis-Jean, qui, comme tu l'as très bien dit, a du réseau, a de la compétence, ça personne n'en doute. Mais comment arriver à travailler dans un contexte aussi difficile finalement? Je reprends la parole, hein, désolé Mathias. Vas-y, vas-y. En fait, ce qu'il faut savoir au sein de l'Olympique Lyonnais, et c'est toujours très intéressant, mais c'est le plus dur à savoir, il y a l'organigramme tel qu'il est défini, que tout le monde connaît avec les fonctions des uns et des autres, et puis il y a ce qu'on appelle l'organigramme social, en fait. C'est quels sont les liens entre les uns et les autres, et en fait, c'est souvent cet organigramme-là qui fait la différence et qui prend les décisions. Comment ça fonctionne? Moi, mon sentiment, j'ai pas vraiment d'infos là-dessus, mais mon sentiment, c'est que malgré tout, malgré le fait que John Textor passe un peu par-dessus tout le monde, ce qui est normal encore une fois, hein, à la limite c'est son club, mais il y a quand même des très bonnes relations entre Textor et la cellule de recrutement. En tout cas, Textor fait confiance à la cellule de recrutement et c'est pour ça que je pense qu'ils peuvent travailler ensemble. Donc à partir de là, ça peut fonctionner, comme ça, hein, finalement, et c'est pour ça que je pense qu'il faut un peu appuyer là-dessus pour moi. Tu as parlé de Pierre Sage, de son rôle dans ces décisions stratégiques. À mon sens, il devrait aussi avoir son mot à dire dans le recrutement, que ce soit tant dans le sens des départs que des arrivées. On a vu cet été que ça n'a pas forcément toujours été le cas, que la gestion du mercato l'a beaucoup perturbé. On a vu pas mal de déclarations après le match de Rennes notamment, où c'était un contexte assez particulier, hein, pour recontextualiser. Il y avait des informations qui commençaient à sortir dans la presse qui disaient que tous les joueurs étaient sur le marché des transferts et pouvaient être vendus. Donc forcément, c'est quelque chose qui a déstabilisé le groupe, qui a peut-être provoqué des performances plus compliquées pour certains joueurs qui étaient de ce fait perturbés. Pierre Sage a affiché son mécontentement de façon publique par rapport à cela. Ça peut montrer aussi le fait qu'il ne soit pas forcément toujours sollicité sur ces décisions-là. Thomas, est-ce que Pierre Sage a été fragilisé sur ce mercato?
En fait, Pierre Sage, sincèrement, sa situation, elle est ultra complexe. Enfin, je pense qu'il faut se rendre compte. Lui, comme je le disais, il n'était pas vraiment directement impliqué sur le mercato. Il a un peu subi les événements. En gros, il compose avec les joueurs qu'on lui donne, sauf que le groupe, il change tout le temps. Faut pas oublier quand même une chose très importante en toile de fond, c'est qu'il y a des soucis financiers au club. Et en fait, c'est ça le problème aussi. Et comme tu l'as dit à juste titre, Alex, tous les joueurs étaient presque à vendre. Ça fait quand même des années maintenant qu'on connaît cette situation où on n'a pas de visibilité financière et donc sportive quelque part, puisque ça fragilise forcément tout l'édifice. Pierre Sage, lui, il est obligé de composer avec ça. Encore une fois, il a un caractère vraiment, on peut dire, au top là-dessus, parce qu'il arrive bon, il a un petit peu gueulé entre guillemets. Mais enfin, je veux dire, il y a des coachs qui auraient fait puissance 1000 par rapport à ce que Sage a fait. Lui, il doit composer avec tout ça. C'est très compliqué. Surtout que voilà, on en parlera, mais le recrutement il n'est pas forcément très cohérent, c'est pas forcément très équilibré, donc ça j'y fais avec ce qu'on lui donne, avec des joueurs qui n'ont pas forcément la tête à 100% au club, des joueurs qui pensent voilà qu'ils ont un statut, qui méritent de jouer, d'autres qui comprennent pas pourquoi ils jouent à cette place-là, d'autres qui ont envie de partir, enfin des situations personnelles qui sont très difficiles à gérer. Ça, je dois composer avec tout ça, essayer de créer un groupe, faire en sorte que la mayonnaise prenne. Vraiment, c'est ultra compliqué. Donc, sincèrement, tomber sur Sage durant le mois d'août, c'était juste hallucinant. En fait, n'importe quel coach aurait pu, entre guillemets, péter un câble. Et Sage a quand même su garder la tête froide. Heureusement, il y a cette victoire contre Strasbourg qui fait énormément de bien. Sincèrement, je ne sais pas ce qui serait passé en cas de défaite, mais c'est aussi la force de Sage. Hein. En plus, il fait un très bon coaching sur ce match-là. Voilà, c'est sa force, c'est garder sa ligne directrice, garder son sang-froid, malgré les turbulences qui ont été hyper violentes pendant le mercato. Et voilà, faut espérer qu'il arrive à maintenant à faire prendre tout ça, mais vraiment, on lui a pas facilité la tâche du tout. Hein, on va être clair. Hein. Non, c'est clair qu'elle a fait du bien pour le moral de tout le monde et en premier lieu Pierre Sage qui grâce à cette victoire contre Strasbourg, avec un scénario qu'on commence à connaître en tant que supporter lyonnais, c'est vrai qu'elle a fait du bien et qu'elle a soulagé beaucoup de monde et qu'elle a donné peut-être un peu plus de sérénité à Pierre Sage qui était dans un contexte particulièrement délicat après ce début de saison, tant sur le plan sportif que sur tout ce qui s'est passé, ce qu'on a commencé à évoquer. Mathias, une chose à rajouter sur la position un Ouais, peu j'ajouterais spéciale aussi. de Pierre Sage? Ouais, c'est ça. Ben, Thomas a bien résumé, mais on oublie aussi un truc, c'est que Pierre Sage, il est là depuis un an en fait, et qu'il y a un an, il était responsable du pôle formation. Donc pour lui, en fait, il se retrouve dans une position un peu délicate où il peut pas vraiment exprimer son mécontentement auprès de Textor, qui lui a un peu donné la chance de sa vie, quoi. Donc c'est un peu compliqué pour lui à gérer aussi tout ça. Maintenant, bon là, ça fait même pas un an, donc je pense que il se calme un peu, mais il va pas hésiter à taper du poing sur la table à un moment voulu, je pense. Ah, très bien, je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet. On va se pencher plus sur le mercato. Une balance négative tout de même, avec beaucoup de difficultés à vendre. Ça, on en a beaucoup parlé. Thomas, est-ce que d'un point de vue des NCG, est-ce que l'OL est dans une situation alarmante? En fait, c'est toute la question parce que la vérité, c'est que, en tout cas moi et je pense que la plupart des supporters lyonnais, on ne connaît pas la situation financière du club. En fait, on ne sait pas du tout où on en est dans le positif, dans le négatif. On a vu, on peut se baser que sur ce qu'on voit. On a vu que Textor a vendu énormément d'actifs. Il a vendu l'OL féminin, il a vendu l'OL Reign, il a vendu la LDLC Arena. Enfin voilà, ça a rapporté plus de 200 millions d'euros normalement dans les caisses du club, sauf qu'on nous dit qu'il a promis 100 millions de ventes à la DNCG. Donc pourquoi, comment, où en sont les finances du club, c'est impossible à dire. Donc en fait, c'est très difficile d'analyser la situation quand on ne la connaît pas finalement. Donc il faudrait savoir, on a dit OK, 100 millions de ventes. Alors peut-être que c'est ce qui était prévisionné. Clairement, on n'y est pas, mais on n'y est pas du tout même. Textor a continué d'acheter dans les derniers jours du mercato de manière incompréhensible au regard de cette demande des 100 millions de ventes. Donc, en fait,
qu'en est-il? On n'en sait rien. Est-ce que vraiment on est dans le rouge et on va dans le mur clairement? Ou alors est-ce que Textor va nous sortir une baguette magique, peut-être l'introduction en bourse d'Eagle qui s'annonce là d'ici la fin de l'année. Voilà, on n'en sait rien du tout. On navigue à vue complet. Ah, mais c'est vrai que c'est un gros point d'interrogation. Et d'ailleurs, c'était assez étonnant de voir, notamment sur la fin du mercato, que les ventes et les achats étaient finalement décorrélés. On nous disait d'un côté qu'on avait besoin de vendre énormément, mais on se permettait de continuer d'acheter et des joueurs avec des salaires parfois assez importants. Je pense à Jordan Verretou notamment, même s'il il a baissé un petit peu son salaire. Mathias, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est une situation qui est alarmante? Est-ce que, comme Thomas, tu t'attends de voir? C'est ça en fait. On n'a pas trop d'informations sur les comptes de l'OL et ni comment surtout la DNCG fonctionne. Ça, j'ai jamais compris. Tu peux leur promettre des trucs mais qui n'arrivent jamais. On se rappelle des promesses de Olas il y a quelques années qui n'avaient ni queue ni tête. Mais ouais, les promesses de vente, c'est une chose, mais il y avait aussi les promesses qui étaient un des plus gros objectifs du mercato, d'alléger la masse salariale. Et ça n'a pas été fait du tout. Au contraire, on l'a augmenté. Donc, toutes ces choses-là, ouais, on peut commencer à s'alarmer, je pense. Justement, tu parles de masse salariale. Je vais rebondir avec toi, Mathias. Il y a 2 joueurs qui étaient prévus de quitter le club cet été. Ça n'a pas été le cas. Je pense à Dejan Lovren et Anthony Lopez, 2 joueurs qui prennent de la place sur la masse salariale du club, qui font partie des plus gros salaires du club. Ils ont aussi un statut, donc ça peut être difficile à gérer sur le plan sportif aussi. Qu'est-ce que est-ce que c'est le fait que ces 2 joueurs-là restent te fait peur d'un point de vue déjà financier, mais surtout sur le plan sportif? Est-ce que tu penses que ça va obliger notamment Pierre Sage à revoir ses plans, à les réintégrer dans une dynamique sportive? Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète, Mathias? Inquiet, non. Mais parce qu'on sait déjà que Lopez et Lovren, on va pas les voir de la saison, je pense. Ils seront inclus du coup dans les séances d'entraînement au quotidien, parce que je crois que du coup, vu que la période de mercato est terminée, ils sont sortis du loft. En tout cas, c'est ce que j'avais lu, comme quoi. Ah non, je crois que c'est parce que l'entraîneur Gueïda Fofana, l'entraîneur de la réserve, n'a pas les diplômes, je crois. Donc je sais pas si tu es au courant, Thomas. Je crois que c'est quelque chose comme ça. En fait, dans le statut du football professionnel, ils sont obligés d'être entraînés par un entraîneur qui a les diplômes nécessaires. Et Gueïda Fofana ne les a pas, donc ils ont été réintégrés en fait de fait au sein du groupe pro, quoi. Ouais, donc voilà, en fait, je pense qu'on va juste les voir à l'entraînement, sur les photos, sur les vidéos, sur Twitter. Mais je pense qu'il ne faudra pas compter sur eux cette saison, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais, mais ça reste deux personnalités assez fortes, de forts caractères qui ont un statut au club. Le salaire, on en a parlé, mais il y a aussi une question de statut. Thomas, je pense notamment à Lucas Perry qui va connaître sa première saison en tant que titulaire dans les buts. Est-ce que c'est pas compliqué à gérer pour lui le fait qu'il y ait son prédécesseur qui soit encore là, malgré ce qui était prévu? Et finalement, ça pourrait peut-être venir le perturber et rajouter une pression supplémentaire sur ses épaules. Qu'est-ce que tu en penses? Franchement, je pense pas parce que alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que comme vous le savez, Anto Lopez parle portugais, hein, bien évidemment. Donc ils avaient quand même des relations avec Lucas Perry qui étaient plutôt bonnes finalement quand il est arrivé à partir du mois de janvier dernier. Donc là-dessus, il n'y a jamais eu trop de problèmes, en tout cas personnels entre les deux. Mais maintenant, il faut dire les choses clairement. Lopez, il est passé 3e gardien, il a été rétrogradé complètement dans la hiérarchie. Donc il y a plus de danger en fait pour Perry, hein. Lopez, sauf blessure de Perry, blessure de Descamps, sinon il jouera pas, hein, Lopez, hein. Faut être clair, hein. Donc en fait il y a pas de menace pour Perry, hein. Je pense que lui, sa place de numéro 1 elle est garantie, elle est assurée, à moins qu'il fasse 3 matchs catastrophiques de suite, et là effectivement on pourrait commencer à remettre un peu la pression, mais sincèrement non, pour moi Lucas Perry il peut dormir sur ses 2 oreilles, hein. Non, mais tu vois,
Vas-y, je te laisse. Non, mais par contre, la situation, si je puis me permettre, elle est beaucoup plus dure à gérer pour Lopez, pour le coup. Parce que lui, sincèrement, faut se mettre aussi. Parce qu'on est dur, hein, les supporters, parfois, mais il faut se mettre à sa place. Le mec, c'est un fan absolu de l'Olympique Lyonnais. Ça fait 12, 13 ans qu'il est titulaire dans la cage. Un peu moins, pardon, ça doit faire 10 ans, mais quoique, je crois que c'est 2013. En fait, lui, on lui enlève du jour au lendemain, pratiquement, on lui enlève tout, quoi, finalement. Et franchement, ça doit quand même être hyper dur à vivre pour lui. Alors, on dit oui, il a un gros salaire, oui, il aurait pu partir cet été, ok. Après, on connaît pas sa situation non plus personnelle, on sait pas ce qu'il, lui, a en tête. Et il faut quand même se mettre à sa place. Et sincèrement, ça doit pas être facile du tout pour lui à l'heure actuelle. Complètement, complètement. Mais là où je voulais rebondir, c'était, tu sais, tu parlais de la concurrence réelle, donc celle aux yeux de Pierre Sage. Mais tu sais, j'ai l'impression que le fait que Anthony Lopez reste à l'OL, il y aura toujours ce truc qui planera au-dessus de la tête de Lucas Perry, à chaque boulette notamment, sur les réseaux sociaux. On va commencer à remettre en question sa place, à se dire est-ce que c'était mieux que Lopez, tout ça, tout ça. Et j'ai l'impression qu'il y aura, en fait, tant que Lopez sera là, malgré lui, hein, évidemment, c'est pas lui qui a provoqué ça, il y aura toujours des supporters forcément convaincus par Lopez à travers tout ce qu'il a donné au club durant ces nombreuses années passées sous nos couleurs. Est-ce qu'il n'y aura pas toujours ce truc au-dessus de la tête de Lucas Perry qui finalement pourrait vraiment le déstabiliser? C'était plus dans ce sens-là ma question. Ouais, je vais laisser Mathias répondre. Je sens que ça l'inspire. Ouais, non, mais c'est vrai ce que tu dis, Alex. Ben, on l'a vu déjà durant la prépa, où Perry a été bon sur sa ligne, mais on a vu qu'il avait des limites, notamment dans les sorties aériennes. Et directement, on a vu sur les réseaux, etc., des petits commentaires comme quoi ben, Lopez était toujours là. Donc c'est vrai que ça peut déstabiliser. Après, honnêtement, je pense pas. On a vu le niveau aussi de Perry. Franchement, dans la cage, il est impressionnant et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un gardien aussi serein à l'OL, en tout cas sur sa ligne. Mais donc je me fais pas de soucis pour lui, mais c'est vrai que c'est encore un problème de plus à gérer pour le club en fait, tout simplement. Peut-être que la chance que Lucas Perry a et ce qui limitera ces comparaisons, c'est qu'en fait, les deux ont tellement un profil de gardien opposé que Ah, finalement, ça, c'est difficile de les comparer. Il y en a un qui t'apporte quelque chose, l'autre qui t'apporte tout l'inverse. Quand on voit voilà, les relances de Lucas Perry, l'envergure qu'il a, c'est vraiment un profil de gardien totalement différent. Donc peut-être qu'en effet, ça va limiter ces comparaisons et je pense que ça serait mieux pour tout le monde finalement et que ça plongerait le club dans un contexte beaucoup plus sain, malgré, on sait, les dérives qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux. Je continue de parler sur ce mercato. Donc, on se retrouve voilà, on a parlé des gardiens, on va parler aussi des défenseurs. C'est un poste particulier. On a perdu O'Brien, qui était devenu un titulaire indiscutable un peu à la surprise générale l'an passé. Aujourd'hui, il est plus à l'OL, il a signé à Everton. On s'est renforcé avec Niakate, avec Omari aussi, qui arrive en fin de mercato sous la forme d'un prêt. Et on a perdu Adrielson aussi et Mamadou Sarr. Donc, ça fait beaucoup de défenseurs centraux qui ont quitté le club. Finalement, assez peu de défenseurs centraux de métier qui évoluent à l'OL pour cette saison. Est-ce que ça ne va pas pousser Pierre Sage à revoir ses plans et on l'a vu d'ailleurs sur le dernier match, potentiellement instaurer une défense centrale à 3 avec des joueurs comme Clinton Mata ou même Tagliafico, on sait que ça a été évoqué, ou encore Tolisso qu'on a déjà vu l'an passé dans une défense à 3. Mathias, est-ce que c'est pas ce qui se dessine à l'OL et ce qui est même ce qui va commencer à devenir évident pour la saison à venir, cette ouais, défense à 3? je suis d'accord. Ouais, pour moi, la défense à 3 c'est le système avec lequel on a le mieux joué, que ce soit en championnat ou même en pré-saison. Je sais pas si vous avez vu tous les matchs de prépa, mais c'était une horreur à chaque fois, sauf le match contre l'Union Berlin, qui était plutôt pas trop mal. On avait vu des combinaisons, notamment sur les côtés avec Abner et Maitland-Niles, qui étaient pas trop mal.
Donc, moi, je pense que Sage va insister avec ce système-là. D'ailleurs, on aura une réponse très rapidement dimanche contre Lens. Et donc, voilà, ouais. Ah, mais la difficulté, c'est peut-être que, certes, il va privilégier ce système parce qu'il est adapté à son effectif. Mais Thomas, je te pose la question, est-ce qu'il n'est pas finalement quasiment obligé de jouer avec ce système-là, dans le sens où il va devoir compter sur des défenseurs centraux, pas de métier, mais des joueurs, notamment des latéraux, qui vont s'adapter à cette défense-là. Est-ce qu'il ne va pas être contraint, finalement, suite à ce mercato, de devoir jouer d'une certaine manière avec cette défense à 3? Bah, de toute façon, en fait, le boulot d'un coach, c'est de faire la meilleure équipe possible. Ça, c'est la base, et c'est de manière. Donc, du coup, lui, son regard, il est global. Hein, il regarde pas ligne par ligne, il regarde pas combien j'ai de défenseurs centraux, combien j'ai de ci, combien j'ai de ça, parce que sinon, on a 12 ailiers. Donc, à un moment donné, on va, voilà, je sais pas comment on va faire. Non, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est optimiser son équipe. Il y a quand même une base, pour moi, qui est principale, en fait, qui conditionne tout le reste. C'est l'association Lacazette-Mikotadze. Parce que très clairement, si on doit retenir un mouvement de ce mercato, c'est l'arrivée de Mikotadze, qui est pour moi quand même la star, enfin en tout cas le joueur star arrivé cet été. Donc c'est un joueur que tu ne peux pas mettre sur le banc. Lacazette, évidemment, tu ne peux pas le mettre sur le banc, donc il faut faire jouer les deux ensemble. Pour moi, c'est pas une mauvaise chose puisque les deux peuvent très bien s'entendre. Donc, à partir du moment où tu dois faire jouer les deux ensemble, et donc du coup, tu es obligé de jouer en fait dans un système à deux attaquants. Donc, une fois que tu as dit ça, comment tu fais? Et là, Pierre Sage, il a imaginé ce schéma en 3-5-2 contre Strasbourg, qui a bien fonctionné, qui avait bien fonctionné, comme l'a souligné Mathias, en match de préparation. Donc pour l'instant, en fait, il n'y a pas de raison de changer de schéma, même si on sait que la saison c'est long et il y aura forcément des changements. Mais en tout cas, à l'instant T, le 3-5-2 paraît le mieux adapté. Et après, bah ouais, va falloir trouver peut-être des défenseurs centraux. Déjà pour moi, faut absolument de toute urgence inverser Niakate et Kaleta-Tchar, c'est-à-dire qu'il faut absolument mettre Niakate en sorte de libéraux, en tout cas dans l'axe central, et Kaleta-Tchar le remettre axe gauche, parce que Kaleta-Tchar dans l'axe en couverture, en fait, tu mets un ballon en profondeur, c'est terminé. Donc il faut absolument déjà inverser ça, mais ça à la limite c'est pas trop compliqué, surtout que Kaleta-Tchar jouait axe gauche la saison passée. Mais après, ouais, en fait, si tu pars du principe que tu vas mettre un 3-5-2 pour Lacazette et Mikotadze, parce que très clairement c'est ça, bah ensuite tu construis ton équipe autour de ça, quoi, tout simplement. Oui, justement, tu as commencé à parler du secteur offensif. Lacazette, Mikotadze, c'est sur le papier l'attaque qui se dessine, mais c'est pas les seules solutions qu'a Pierre Sage pour le secteur offensif. J'ai compté après le recrutement pas moins de 8 joueurs qui peuvent jouer dans des positions offensives, et tous peuvent prétendre à être titulaires. Donc on a du Lacazette évidemment, Mikotadze, Orban, Fofana, Nouama, Cherki qui est aussi sorti du loft, Benrahma, Zaha. Ce sont des joueurs qui sont pas à l'OL pour être remplaçants ou pour être des doublures. Donc j'imagine que ça va aussi être une difficulté pour Pierre Sage de devoir peut-être partir d'une base Lacazette, Mikotadze, mais aussi faire jouer ces joueurs-là. Mathias, qu'est-ce que tu en penses? Ben ouais, tu l'as dit, mais même problème que sur le poste de gardien de but, sauf que là, ben, tu as 8 mecs au lieu d'en avoir 2. Donc c'est compliqué. En plus de devoir en mettre sur le banc, tu vas aussi devoir en laisser à la maison tous les week-ends parce que je crois qu'on a un groupe de 30 contrats pro et le week-end, tu n'en as le droit qu'à 21, je crois, 22, je sais plus. Ouais, c'est 21 et c'est oui, c'est même 20, je crois, sur la feuille de match. Je sais plus Ouais, voilà, exactement. 20 sur Ouais, la feuille de match. Donc, tu as forcément des mecs qui vont devoir rester chez eux le week-end. Donc, ça rajoute des problèmes au niveau des Lego des joueurs, tu l'as dit. C'est des gros joueurs, ils sont pas venus là pour rester chez eux ou rester sur le banc. Mais sinon, l'attaque se dessine, comme vous l'avez dit, avec les deux pointes, Lacazette, Mikotadze. Moi, j'ai pas trop de doutes sur le fait que ça puisse marcher. Mikotadze, malgré le fait qu'il a été un peu maladroit à la finition là depuis le début de saison, franchement, dans le jeu et techniquement, c'est quelque chose. Je n'ai pas de doute sur sa réussite ici. Et donc, ça fait déjà 2 places sur potentiellement 3.
Est-ce qu'on va jouer avec un 10 derrière qui pourrait être Cherki ou bien Benrahma ou bien même Fofana? Je sais pas, parce que sinon tu en enlèves un et tu passes à un milieu à 3, donc ça fait 8 joueurs pour 2 postes. Donc ouais, c'est compliqué. Et bah, ça va être le rôle de Pierre Sage de faire ce choix-là. Ouais, tu l'as dit, Mikotadze, pas du tout en réussite avec un penalty manqué sur la première journée et pas mal d'occasions manquées aussi par la suite. Mais c'est vrai que dans le jeu, on voit de belles choses et je trouve ça quand même vachement prometteur. Je sais pas ce que Thomas Ouais. en pense des débuts de Mikotadze à l'OL. Non, mais moi, de toute façon, je vais vous dire, Mikotadze, je suis un fan absolu. Et en rigolant, quand j'ai vu ses matchs à l'Euro, j'ai dit à des potes, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe au niveau mercato. On peut faire all-in sur Mikotadze. Moi, tant qu'il vient à Lyon, je serais content. Bon, j'ai un peu exagéré évidemment, mais c'est un joueur vraiment, je pèse mes mots, extraordinaire. C'est du top niveau mondial. Faut pas avoir peur de le dire. Donc évidemment que Mikotadze, il faut le mettre dans les meilleures conditions. Donc déjà, il faut le mettre sur le terrain pour commencer. Avec Lacazette, franchement, c'est 2 joueurs intelligents, c'est 2 joueurs qui savent tout faire. J'ai absolument aucun souci aucun doute sur leur entente. Maintenant, il faut construire l'équipe autour d'eux et par contre gérer les frustrations évidemment qui va y avoir à côté, parce qu'il y a plein de joueurs qui joueront pas. Ça, c'est clair et net, et ça va être très très dur pour Pierre Sage à gérer, comme on l'a dit à l'instant. Mais après, on va dire les choses clairement. Si on arrive à faire fonctionner et à mettre en fait tout simplement dans les meilleures conditions Lacazette et Mikotadze, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Vraiment, je pense qu'on peut avoir une attaque de feu. Enfin, je veux pas non plus trop m'emballer. Ça reste du football, ça reste fragile. Mais si les choses sont mises en place avec 2 joueurs de ce calibre-là, il n'y a pas de raison que ce soit pas le feu, quoi. Sincèrement. J'ai l'impression que les deux ont envie de jouer ensemble et d'ailleurs, on l'a beaucoup ressenti sur l'interview de Mikotadze quand il est arrivé à l'OL. J'imagine que vous l'avez vu. On sent vraiment qu'il y a une envie de s'associer avec Alexandre Lacazette et c'est un joueur d'ailleurs qui fait partie de ces modèles dans le football de haut niveau. Il y a un autre joueur qui a fait les gros titres de l'actualité lyonnaise sur ce mercato, c'est Ryan Cherki qui va devoir revenir dans l'équation aussi. C'est un joueur qui a fait partie du loft, donc forcément qui était mis sur le marché par l'Olympique lyonnais. Finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, il y a eu des rumeurs un peu à gauche, à droite, parfois plus concrètes que d'autres, visiblement, d'après ce qui en est ressorti. Mais c'est un joueur qui, comme l'a dit Mathias, va refaire partie de l'effectif de Pierre Sage. Donc, il va potentiellement être intégré à ce 11 de départ s'il arrive à gagner sa place. Ça pourrait être dans une position de 10. Est-ce que vous l'envisagez dans éventuellement un 3-4-1-2 avec du coup un double pivot qui serait positionné devant la défense? Est-ce que Mathias, est-ce que tu imagines ce système-là de la part de Pierre Sage ou tu penses qu'il va plus rester avec un milieu à 3 un peu plus solide? Ouais, totalement. Il peut carrément rentrer directement dans l'équipe. Après, à l'instant T, je sais pas, parce que bon, il a eu ses histoires, il revient à peine dans le groupe, etc. Peut-être que Pierre Sage va vouloir continuer avec ce milieu à 3. Je pense d'ailleurs que c'est ce qu'il va faire. Mais à terme, après, ça sera à Cherki de gagner sa place, hein. Donc, elle n'est pas encore gagnée. On le sait, Cherki, c'est un joueur très, très, très clivant. On l'aime à la fois qu'on le déteste. Donc ouais, mais après, comme je l'ai dit aussi, ça sera pas le seul. Si Pierre Sage décide de jouer avec un numéro 10, Benrahma peut y prétendre. Euh, on l'a vu aussi contre Monaco. Moi, d'ailleurs, j'ai trouvé Benrahma plutôt intéressant en début de match, même si après ça s'est un peu éteint, mais je l'ai trouvé intéressant parce que sur le côté gauche, pour moi, c'est plus possible. Mais dans l'axe, j'ai trouvé plutôt bon. Donc, ça fait 2 joueurs. Après, il y a l'hypothèse Fofana, mais Fofana, je pense plutôt que ça sera une cartouche pour rentrer en deuxième mi-temps. Donc voilà, ça fait beaucoup de joueurs. Mais pour le coup, Cherki, je pense qu'il peut y prétendre, ouais, totalement. Toi, Thomas, qu'est-ce que tu penses de la situation de Cherki? Est-ce que tu penses qu'il peut enfin s'imposer à l'OL sur cette saison? Bah, après, Cherki, il a toutes les qualités pour. C'est un joueur en plus qui aime le club, qui est aimé
aussi quand même par les supporters, même si bien sûr il y a des hauts et des bas, etc. Mais moi j'étais au match contre l'Égypte au JO où tout le stade réclamait son entrée en jeu. Il avait mis très longtemps à entrer. Henry a pas voulu le faire jouer tout de suite, mais bon. Non, mais pour dire qu'il y a quand même voilà une vraie relation, on va dire. C'est un peu je t'aime moi non plus, mais en tout cas il y a un vrai lien. Voilà. Puis les joueurs du centre, Ryan, ça fait des années qu'on le suit tous. En tout cas la plupart via Twitter notamment. Donc on a envie de dire qu'on a qu'une envie, c'est de l'aimer, quoi, ce joueur-là. Maintenant, la difficulté pour lui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de trouver sa place dans l'équipe. Enfin, il va falloir qu'il se fasse une place. Effectivement, pourquoi pas jouer en 3-4-1-2 comme tu l'as dit. Même pour moi, en fait, le mercato, il a été fait et l'équipe a été pensée pour un 4-2-3-1. Finalement, ce serait le schéma le plus logique par rapport aux joueurs qu'on a. Sauf que le problème, c'est que le double pivot, on sait que c'est très compliqué et à l'instant T, ça fonctionne pas du tout. On peut pas jouer en double pivot avec les joueurs actuels. Avec Matic, c'est pas possible. Ni Tolisso, ni Cacré, et pas plus Vertou à mon avis. Donc pour l'instant, on peut pas. Donc comment placer Ryan, où le placer, c'est toute la difficulté. Effectivement, peut-être en inversant le triangle du milieu sur un 5-3-2, 3-5-2, en mettant un 10. Mais ça, pour moi, c'est plus une option en cours de match. Mais en début de match, ça me paraît à l'instant T, en tout cas, compliqué. Après, à Sage de travailler avec ses adjoints, avec son staff, à faire en sorte de jouer dans d'autres schémas et d'arriver à trouver une configuration peut-être autre que celle actuelle. Mais ça va venir avec le temps et à l'instant T pour Ryan, on va pas se mentir, moi je serais très étonné qu'il soit titulaire là dans les 4-5 matchs qui viennent. Alors après il y a la Coupe d'Europe, pourquoi pas, peut-être qu'en Coupe d'Europe Sage fera tourner, je sais pas du tout ce qu'il a prévu pour la Ligue Europa, mais sincèrement à l'heure actuelle, il est très loin d'une place de titulaire, Ryan, même s'il a tout le talent pour l'être et qu'il a plutôt fait des bons Jeux Olympiques, même s'il n'a pas énormément joué, mais sur ce qu'il a pu montrer, c'était pas trop mal. Donc, à voir, mais ça va être compliqué pour lui, clairement. Et je rebondis sur un passage très intéressant. Enfin, tout est intéressant dans ce que tu as dit, mais je rebondis sur l'un des passages que tu viens d'évoquer. C'est l'arrivée de Verretou. Est-ce que c'est pas justement cette arrivée-là qui va nous permettre de pouvoir enfin assumer un double pivot, peut-être avec un joueur comme Maxence Cacré? On sait que Jordan Verretou est un joueur qui a un volume de course peut-être plus important qu'un Matic, qu'un Tolisso, donc qui pourra peut-être davantage assumer un double pivot avec un travail défensif qui permettrait justement à Pierre Sage de jouer avec un joueur comme Cherki ou Benrahma un peu plus haut, qui lui sera beaucoup moins efficace à la récupération du ballon. Mathias, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que l'arrivée de Verretou a été faite dans ce sens-là? Je pense pas. Je vois pas du tout Verretou jouer dans un 4-2-3-1 dans le double pivot. Il a un volume de jeu conséquent, ça c'est vrai. Plutôt avec ballon. Sans ballon, c'est plutôt compliqué. On l'a vu d'ailleurs passer des petits graphes là sur Twitter où ça montrait son apport défensif qui frôlait le néant, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai un peu plus de mal à le voir dans un double pivot. Maintenant, moi je faisais partie des gens qui étaient contre son arrivée par rapport à toutes ces histoires et la personne que c'est. Maintenant, sur le plan sportif, c'est clair que c'est un bon joueur de ballon, il faut pas se leurrer. Mais je le verrais plus dans un milieu à 3, notamment dans un 3-5-2, comme on a pu le voir contre Strasbourg. Pour finir sur cette partie mercato, j'aimerais évoquer un dernier point qu'on a beaucoup évoqué, notamment sur les réseaux sociaux, c'est le recrutement d'un joueur un petit peu plus créatif au milieu de terrain. J'ai l'impression qu'on a quand même pas mal de profils assez travailleurs, des profils qui se ressemblent finalement pas mal, et il manque encore ce joueur capable d'intervenir dans les 30 derniers mètres, d'être bon à l'avant-dernière passe, voire à la dernière passe. Est-ce que Mathias, est-ce que c'est un regret sur le mercato et c'est l'un des signes que ce mercato est pas du tout abouti finalement? Ouais, carrément, parce que pour moi, l'objectif du mercato, avant
d'alléger la masse salariale, etc., c'était de réorganiser le milieu de terrain. C'est d'ailleurs un objectif qui est le même depuis maintenant 2-3 saisons. Et je comprends toujours pas pourquoi c'est toujours d'actualité. Et on a réussi à prendre un joueur pour renforcer ton milieu de terrain 3 jours après la fin du mercato. Donc ça, c'est pas mal. Mais ouais, en fait, concrètement, c'est depuis le départ de Paqueta et Guimarães, on n'a jamais réussi à se renforcer dans ce secteur-là. Déjà sous Peter Bosz, c'était le problème. On avait Cacré et Tolisso, ça fonctionnait à moitié. Sous Blanc, pareil. Et on se retrouve 3 ans après, on a encore le même milieu. Donc c'est compliqué. Pour moi, c'est un échec sur ce secteur-là. Et pour l'aspect créatif, moi j'avais à l'arrivée de Pierre Sage, vous connaissez certainement mon amour pour Mohamed El Arouche. Je comptais beaucoup sur lui, même s'il était jeune. Je pensais que Pierre Sage pouvait l'intégrer rapidement dans la rotation. Après, on est tous au courant maintenant de toutes ces histoires autour de lui et j'espère qu'il va réussir à se relever à Botafogo. Mais je pensais que c'était lui qui pouvait apporter la touche créative au milieu de terrain. Maintenant, c'est pas le cas et on s'aperçoit que le club a tranché de recruter un milieu créatif, mais 6 mois plus tard. Donc Thiago Almada qui devrait arriver en janvier. Je trouve ça un peu c'est une gestion un peu incohérente avec les objectifs de départ. C'est-à-dire que Pierre Sage va devoir travailler pendant 3 à 4 mois, 5 mois même, sans son milieu créatif, alors que je pense qu'il a été réclamé au départ. Donc, ouais, pour le secteur du milieu de terrain, pour moi, c'est un gros regret et c'est un échec complet, quoi. Ouais, c'est tout le problème de la multipropriété aussi, c'est que on voit que Thiago Almada n'arrive pas tout de suite parce qu'il y a des objectifs avec Botafogo qui vont arriver sur les 6 prochains mois. Et c'est vrai que c'est 6 mois où l'OL on aurait potentiellement besoin aussi. Thomas, est-ce que ce manque de profil créatif au milieu de terrain te laisse à regret sur ce mercato? Bah ouais, enfin moi c'est même pas tant un profil créatif, c'est un profil polyvalent complet, on va dire un 8 moderne quoi qu'il faut parce que Benrahma et Cherki, même par rapport à Almada, finalement on est sur des profils assez similaires. Mais ce qu'il nous faut, c'est en gros c'est un Paqueta quoi. Mais c'est les joueurs les plus durs à avoir, c'est-à-dire des joueurs qui savent tout faire, y compris défendre, récupérer et puis avec le ballon, illuminer le jeu, trouver vite les attaquants et dans les meilleures situations. Et ça, c'est en fait c'est ce profil-là qui avait été pour le coup parfaitement identifié par la cellule de recrutement, mais je ne sais pas pourquoi là, j'ai pas d'infos, je sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait, mais clairement c'est un vrai échec parce qu'on n'a pas ce profil-là et comme l'a dit Mathias à très juste titre, ça fait des années en fait qu'on court après ce milieu capable de tout faire depuis le départ effectivement de Guimarães et Paqueta et en fait c'est très problématique parce que ce que veut mettre en place Pierre Sage, et il l'a toujours dit depuis le jour 1, finalement, c'est un jeu protagoniste, un jeu de possession de ballon. C'est l'ADN Olympique Lyonnais, c'est ce qu'on apprend aux jeunes à l'académie depuis l'âge de 6 ans, c'est-à-dire on a le ballon, c'est nous qui sommes protagonistes, c'est nous qui imposons notre vision du football, et ça c'est l'OL. Mais pour ça, il faut un milieu de terrain dominateur. Et le milieu de terrain, c'est la clé pour ça. Si tu domines pas un milieu de terrain, et notamment techniquement, je parle, tu peux pas imposer ton football. Et à l'heure actuelle, on ne peut pas. On ne peut pas. On va voir. Peut-être que Verretou va se révéler être une super pioche et va nous transformer notre milieu. Mais j'en suis quand même pas convaincu totalement. Ou alors peut-être qu'on arrivera à faire jouer Cherki ou Benrahma, je sais pas, d'une façon qui permettra ça. Mais clairement, à l'heure actuelle, on peut être inquiet par rapport à ça. Et du coup, en fait, il va falloir sûrement être un peu moins ambitieux dans le jeu. Et à la fois Pierre Sage, mais aussi les supporters. Peut-être qu'il va falloir adopter un jeu un peu plus de transition finalement. Parce que si on ne peut pas dominer au milieu, on pourra peut-être pas faire autre chose que de la transition. Moi, ça me dérange pas, mais faut qu'on le dise et il faut que ce soit cohérent et que les joueurs soient en adéquation avec ça. Et puis que les résultats suivent, comme toujours.
pourquoi pas. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, on est loin finalement du milieu de terrain qui aurait permis à Pierre Sage de mettre en place ce que lui veut faire vraiment. Ouais, je rebondis juste sur le sujet justement tu as évoqué le rapport de la cellule de recrutement sur ce poste-là. C'est vrai que personnellement, j'ai bien conscience que les personnes qui sont présentes dans la cellule de recrutement sont toutes très compétentes et d'ailleurs, je fais partie des gens qui sont très contents de les avoir au club. Mais c'est vrai que personnellement, j'ai eu des petits doutes à certains moments en me disant, mais comment ça se fait que ça ne soit pas la priorité absolue de recruter un joueur dans ce profil-là? Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet? Est-ce que c'est justement, comme l'a évoqué Mathias, le fait que Thiago Almada soit prévu pour le mois de janvier qui finalement met une sorte de veto sur un profil un petit peu plus meneur de jeu? Qu'est-ce qui se passe vraiment avec ce poste on est tous conscients qu'il manque quelqu'un dans ce registre-là, quoi. Honnêtement, je sais pas, hein. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé. Si on analyse le mercato depuis le départ, il y a quand même un premier événement qui intervient et qui surprend finalement beaucoup de monde, positivement les supporters, mais peut-être un peu moins au club. C'est le fait que Lacazette décide de rester. Ça, c'était pas vraiment programmé. Ce qui était programmé pour le coup, c'était quand même la vraie volonté de faire venir Miko Tadze, mais du coup, on se retrouve avec les deux en pointe, ce qui n'était pas forcément voulu. Et peut-être que finalement, déjà, on s'est concentré un petit moment sur Miko Tadze, qui a fallu un peu arracher à Monaco. Et est-ce qu'on a délaissé le profil du milieu? Et puis, est-ce que financièrement, peut-être, on n'avait pas les moyens d'aller chercher les joueurs qui étaient ciblés par la cellule de recrutement, parce que comme je disais, ça reste quand même des milieux qui savent tout faire, ça reste des joueurs très chers, donc on parle de minimum 15 et à mon avis on était peut-être plus sur du 25-30 millions d'euros. Est-ce qu'on s'est dit que c'était trop cher? Bon, vous aimez bien, on a pris Niakate à 32, donc peut-être pas. Et Mangala à 35 aussi, j'allais ajouter. Ouais, exactement. En fait, ou peut-être qu'ils s'attendaient aussi à vendre plus les joueurs un peu indésirables pour pouvoir racheter ensuite et mettre le paquet sur ce milieu de terrain. Honnêtement, qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien, mais c'est vrai que c'est très problématique et ce serait très intéressant. Textor vient d'annoncer une conférence de presse là cette semaine, j'imagine pour faire un point sur le mercato. J'espère que la question lui sera posée parce qu'on a tous envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ce recrutement au milieu de terrain, déjà de manière globale, mais surtout avec ce recrutement-là, sur ce poste-là qui est ciblé, comme l'a dit Mathias, depuis très longtemps. Pourquoi on l'a pas eu, ce joueur? Ça, c'est vraiment, il faut qu'on le sache, quoi. C'est clair. Moi, personnellement, c'est ce qui ressort vraiment en premier lieu sur mon gros regret du mercato. Et moi, personnellement, je le mettais même en top priorité de ce mercato-là. C'était vraiment dans ce secteur-là qu'il fallait se renforcer. Et c'est vrai que Thomas l'a évoqué, il y a un fil rouge qui est resté sur tout le mercato, finalement, qui révèle finalement cette gestion assez bancale. C'est que tu prends Miko Tadze peut-être pour anticiper un départ de Lacazette. Finalement, Lacazette reste, tu te retrouves avec les deux. Tu as pris Perry pour anticiper un départ de Lopez. Finalement, Lopez reste, tu te retrouves avec les deux. Et c'est la même chose aussi pour le cas Cherki. Tu prévoyais un départ de Cherki, d'une part parce qu'il était à un an de la fin de son contrat, mais aussi parce que tu savais qu'Almada va arriver. Aujourd'hui, on parle de prolonger Cherki. Donc, on va se retrouver avec les deux d'ici quelques mois. C'est aussi révélateur d'un problème de gestion et finalement d'un mercato qui a été mal négocié dans sa globalité, Mathias. Tu es d'accord? Ouais, c'est clair. C'est un peu une spécialité de l'OL, ce que tu dis, parce qu'on se rappelle que Paqueta était venu pour remplacer Aouar, qui n'est jamais parti. Donc au final, on s'est retrouvé avec les deux. Mais ouais, le mercato, il a été géré n'importe comment. On a parlé du milieu de terrain et du milieu de terrain créatif qui n'est jamais arrivé. Mais je rappelle aussi que la base initiale, c'était de recruter un défenseur central bon à la relance. Et au final, on a eu les pistes Aguerd, on a vu Boskagli aussi qui était sorti, qui sont des pistes plutôt intéressantes et qui m'auraient, moi, pour ma part, plu. Et on se retrouve avec Niakate. Niakate, c'est un bon joueur, mais c'est pas du tout ce qui était recherché à la base. Donc ça aussi, on comprend pas pourquoi. Et en plus de ça, il a été surpayé comme pas possible, quoi. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on comprend pas, quoi. Ouais, après, pour la question du défenseur relanceur, moi, j'attends de voir Omari qui est décrit comme un joueur, justement, qui a cette qualité-là de relance.
et qui peut parfaitement apporter dans ce registre-là aussi. Donc, à voir. Petite parenthèse de ma part. C'est tout bon sur le mercato ou est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant de passer au dernier sujet de cette émission qui consistera à se projeter un petit peu sur les objectifs et les ambitions de l'OL sur cette saison? Non, mais moi, je rajouterais juste quand même, je sais pas si peut-être que tu le couperas, mais juste un petit truc à rajouter. C'est qu'en fait, il faut quand même savoir une chose, et je veux pas dédouaner qui que ce soit parce que après ils sont payés pour ça, c'est leur métier et ils doivent faire le meilleur mercato possible. Mais malgré tout, un mercato ne se passe jamais comme on l'a prévu. C'est impossible, ça n'arrive quasiment dans aucun club, à part peut-être les top clubs qui ont suffisamment de moyens pour faire ce qu'ils veulent. Et encore, on sait toujours qu'il y a des joueurs qu'on aimerait voir partir qui ne partent pas. Et là, bon, là pour le coup, le mercato lyonnais ne s'est pas du tout passé comme prévu puisqu'il y a le gros problème des indésirables finalement. Enfin, en tout cas, des joueurs qu'on voulait voir partir. D'ailleurs, c'est symptomatique que j'emploie ce mot d'indésirable parce que c'est un mot aussi peut-être qu'on a entendu. Sauf que quand tu es vendeur, tu dois pas déjà parler de tes joueurs comme ça. C'est le problème aussi. On ne sait pas vendre. Pourquoi? Parce qu'on montre qu'on veut vendre. À l'époque, il y a 20 ans, Aulas, il disait Essien et Diarra, ils sont intransférables. Et s'il y avait une offre à 30 millions qui arrivait, il partait. Si tu as envie de vendre ta voiture, tu dis pas que tu as envie de la vendre. Et voilà, non. Et ça, on n'est pas bon là-dessus. Faut qu'on arrête aussi. Fallait qu'on dise, on garde tout le monde, personne ne partira. Et si vous voulez vraiment nous prendre un joueur, il va falloir mettre les moyens. Mais ça, je sais pas pourquoi on le fait pas. En fait, on leur montre la porte de sortie. Non, en fait, non. Même avec Lopez, quand on connaît la situation, tout le monde la connaît. On aurait très bien pu dire. Non, nous on aura 2 gardiens, on fera jouer la concurrence. Et si vous voulez nous prendre Lopez, ok, mais mettez les moyens. Bon là c'est encore autre chose parce que c'est plutôt lui qui a voulu rester compte tenu de son salaire. Mais je veux dire, on ne sait pas vendre et c'est ça qui nous a aussi mis un petit peu dans le dur dans ce mercato, je pense, parce que si on avait vendu tous les joueurs qu'on aurait souhaité vendre, ça aurait probablement permis peut-être de prendre ce fameux milieu, en tout cas de prendre d'autres joueurs, et ça aurait changé la phase du mercato. Donc, mais tout ça pour dire que aussi un mercato, ça ne se passe jamais comme prévu et qu'il faut être un petit peu indulgent parce que entre ce qu'on a prévu au mois de juin et ce qui se passe réellement fin août, début septembre, il y a un gap et il faut faire en sorte évidemment que le gap soit le moins gros possible, mais voilà, il faut savoir que c'est les aléas d'un mercato et des fois il y a des joueurs, exemple l'année dernière on prend Maitland Niles, tout le monde se dit mais qu'est-ce que c'est que ce joueur, Mama Baldé, mais pareil, et puis finalement c'est révélé d'être des bonnes pioches quoi, et inversement voilà, peut-être qu'on attend beaucoup d'un joueur cette année qui va décevoir, ou un joueur qu'on n'attendait pas qui va se révéler. C'est les aléas du mercato et du foot de manière générale quoi. Ah ouais, non mais c'est clair et de toute façon ça sera le terrain qui donnera la réponse de est-ce que le mercato est réussi ou pas. La réponse finale, ça sera toujours le terrain et un jugement beaucoup plus moyen long terme que celui qu'on est en train de faire à quelques jours de la fin de ce mercato. Pour terminer, je vais parler un peu des ambitions et des objectifs de l'OL compte tenu justement de ce mercato, ce début de saison aussi, faut le souligner, et de la concurrence des autres clubs, comment ils se sont renforcés, comment ils ont commencé leur championnat, le fait qu'on jouera l'Europe aussi. Est-ce que, selon vous, l'OL est armé pour terminer dans le top 4 de la Ligue 1 cette saison? Mathias, je te pose la question. Armé, oui, je pense que potentiellement l'équipe a le potentiel pour avoir le top 4. Après, si tu me demandes moi mon avis, enfin ma prédiction, honnêtement, il y a encore trop de lacunes et il y a trop de points d'interrogation sur trop de secteurs. Sauf un miracle, encore une fois, de Pierre Sage. Moi, j'ai des doutes sur le fait qu'on puisse faire top 4 à la fin de saison. Je viserais plus, parce que tu l'as dit, tu as parlé de la concurrence. Pour moi, il y a d'autres équipes qui sont beaucoup plus armées et plus cohérentes dans leur manière de jouer pour le moment. Voilà, moi j'aurais du mal à nous voir dans le top 4, plus vers un top 5, top 6.
qui serait déjà une bonne chance, je pense. Pardon. Thomas, on a parlé des objectifs de l'OL. Le top 4, c'est vrai que c'est ce qui est annoncé. L'OL veut, et a peut-être même besoin financièrement d'un retour en Ligue des Champions. Quels sont selon toi les objectifs réalistes de cette OL-là 2024-2025? Les objectifs, en tout cas posés par Textor, sont clairs. Hein. C'est top 4 et comme tu l'as dit, retrouver la Ligue des Champions parce que très clairement, même si on a du mal à savoir où on est financièrement l'OL, je pense que l'OL a un besoin vital de la Ligue des Champions. Donc de toute façon, toute place hors top 4 serait un échec, quoi qu'on en dise, sauf si on gagne la Ligue Europa, mais bon, ça c'est quand même très très loin. Donc il faut terminer top 4. Il y a pas d'autre choix possible. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver? Ça évidemment, c'est autre chose. Si on prend en fait en termes qualitatifs, sincèrement, malgré tout ce qu'on peut dire, l'OL a quand même un effectif qui est quand même pas mal. Sincèrement, si on prend les joueurs un par un, on est quand même pas trop mal. Maintenant, c'est la cohésion d'ensemble. La cohérence, comment tout ça va s'articuler, est-ce que la mayonnaise va prendre, etc. Et ça, on peut pas le savoir. Ce qu'on sait quand même, malgré tout, c'est qu'on a pour moi un très bon coach, qu'il est capable de gérer ça, même si là, il a un effectif, on l'a dit, très conséquent, qui va aussi devoir gérer des matchs tous les 3 jours, ce qu'il n'a absolument jamais géré de sa carrière. Donc ça aussi, c'est une inconnue totale. Mais les matchs tous les 3 jours, ça va à contrario permettre de faire tourner probablement et d'impliquer tout le monde dans le projet. Finalement, ça va être ça la clé de la saison, c'est réussir à impliquer tout le monde dans le projet. C'est ce que Sage a réussi à faire à son arrivée en fin novembre, début décembre l'année dernière. Il a remis tout le monde dans le projet. S'il arrive à faire la même chose avec plus de joueurs, plus de statuts, plus d'ego cette année, s'il y arrive, déjà c'est un magicien, mais s'il y arrive, oui, là on sera dans le top 4 parce qu'on a le talent pour. Ne serait-ce que l'attaque, je reviens dessus, mais l'attaque Lacazette, Mikotadze, pour moi ça n'a aucun équivalent en Ligue 1, mais vraiment. Donc déjà ça doit te permettre de finir top 4. Ensuite tu as un gardien international, tu as une défense qui peut être pas trop mal. On va voir l'apport d'Omari, effectivement, je pense que ça peut être une bonne pioche. Et après tu as l'inconnu du milieu, on verra, mais bon, on a quand même des joueurs, voilà, des Matic, des Tolisso, quoi qu'on en dise, c'est quand même des joueurs qui ont des références, donc ça peut, même Vertou qui est passé par la Roma, enfin sur le papier, franchement, on a largement de quoi finir top 4. Maintenant, les concurrents, ça va être qui? Paris, bien évidemment. Marseille, ils sont partis très fort, ils ont un peu l'habitude de faire ça. Pour moi, ils n'ont pas de taulier, Marseille, ils n'ont pas de cadre. Donc, dès que ça va tanguer, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que ça tanguera pas et qu'ils feront une saison parfaite de A à Z. Et là, bon, ok. Mais si jamais ça vient à tanguer, même ils ont un coach qui est très jeune. À Brighton l'année dernière, De Zerbi, dès que ça a commencé à tanguer, il a un peu commencé à couler aussi. Donc, pour moi, c'est pas vraiment Marseille qui m'inquiète. Monaco sur le papier, c'est très fort, très costaud. Eux, ils ont probablement un effectif meilleur que le nôtre. Mais pareil, devant Balogun, Mbolo, ça met pas un pied devant l'autre, donc ça peut venir. Mais pour l'instant, ils n'ont pas réussi à remplacer Ben Yedder. Donc, est-ce que ça va marcher? On va voir. Après, il y a Lille avec Genesio, qu'on connaît bien. Pourquoi pas? Mais pareil, ils vont devoir gérer la Ligue des Champions, donc ça va être aussi compliqué pour eux. Rennes, Lens, Nice, pourquoi pas? Nice, je pense qu'ils vont être très très bien avec Franck Hayes. Donc ça peut être nos concurrents. Mais moi, à l'instant T, en fait, à part Monaco sur le papier et Paris, dont on parle même pas, il n'y a pas vraiment d'équipe qui me fait vraiment peur. Donc pour moi, le top 4, il est totalement jouable. Maintenant, le faire, c'est autre chose. C'est clair que la route est longue pour Pierre Sage. Après, comme tu l'as dit, justement, c'est vraiment l'une de ses grandes forces, le fait d'impliquer tout le monde. Et le fait d'avoir beaucoup plus de matchs avec la Ligue Europa, ça sera peut-être une grosse force pour l'OL parce que ça va permettre à tout le monde d'être vraiment dans le projet. Et on l'a vu la saison passée. Et également sur ce début de saison contre Strasbourg que les entrants faisaient souvent la différence. Et ça, je pense que c'est vraiment peut-être l'une des meilleures qualités qu'a Pierre Sage. Donc, c'est peut-être l'entraîneur qu'il faut dans cette OL. Moi, je le pense personnellement, et je sais que je ne suis pas le seul. Mais voilà, ça se confirme aussi par cette qualité-là et je tenais à le souligner. Mathias, quelque chose à rajouter après ce qu'a dit Thomas?
Non, non, mais c'est ce que je voulais rajouter aussi. On a beaucoup parlé du fait qu'il y avait beaucoup de joueurs pour très peu de postes. Mais pour le coup, voilà, c'est une des qualités de Pierre Sage de pouvoir impliquer tout le monde. Tu l'as mentionné d'ailleurs, mais l'année dernière, on se rappelle que Maitland Nice, Mama Baldé, même Khaled Takar, ils étaient au placard complet et au final, il a su les remettre dans le groupe et on a vu la deuxième partie de saison comment ça s'est déroulé. Et c'est d'ailleurs un marqueur qui ressort souvent dans les équipes qui fonctionnent. Euh, on a souvent les entrants au cours d'une saison qui vont performer toute la saison, mais c'est là qu'on va avoir une bonne équipe et une bonne saison. Et l'ajout du coup de la Coupe d'Europe va permettre à Pierre Sage de pouvoir faire jouer tout le monde. Donc c'est un problème de base, mais je pense que Pierre Sage est proche de ses joueurs, en tout cas c'est ce qu'on voit, et je pense qu'il va pouvoir gérer tout ça. Un excellent manager en effet, et on va être amené à le voir sur sa première saison complète à l'OL, si, évidemment, s'il reste jusqu'à la fin, mais ça va être intéressant de voir certaines compétences qu'il a dans ce contexte qui sera forcément différent de celui qu'il a connu la saison passée. Et réussir à confirmer, c'est toujours plus dur que de faire ce premier exploit, qui est un réel exploit, en l'occurrence celui qu'il a effectué la saison passée en faisant cette excellente remontée jusqu'à la Ligue Europa. Ligue Europa qu'on va aussi être amené à suivre du côté de l'OL. Et je ne sais pas si vous le voyez comme un réel objectif. Thomas, est-ce que tu vois l'OL avoir des vraies prétentions dans cette Ligue Europa, ou est-ce que c'est justement plus déjà un moyen de retrouver l'Europe et de redonner le sourire à beaucoup de monde à Lyon, ou vraiment une compétition sur laquelle on peut prétendre à être plus ou moins ambitieux? Bah, moi, je pense que on doit et il faut être ambitieux parce que bah, déjà, connaissant Textor, je pense que lui, il débute pas une compétition pour ne pas la gagner. L'OL, c'est quand même, quoi qu'on en dise, c'est pas pour être chauvin, mais c'est quand même un club qui a l'ADN européen. Je veux dire, on voit des clubs français chaque année en Coupe d'Europe qui galèrent. L'OL, non, enfin, ça nous est arrivé, hein, bien évidemment, mais je veux dire, on a quand même, nous, toujours l'ambition d'aller très loin en Coupe d'Europe. On l'a fait par le passé. Et il n'y a pas de raison, même si ça fait, enfin quand même mine de rien, ça fait 3 ans qu'on n'a pas joué de Coupe d'Europe. Moi, j'ai jamais connu ça quasiment de ma vie. Enfin, quand j'étais tout petit, mais voilà, je veux dire, c'est quelque chose de très rare finalement sur les 25 dernières années, autant d'années sans Coupe d'Europe. Et là, on la retrouve, mais c'est pas en mode Brest découvre la Ligue des Champions. Hein. Non, non, là, on va avoir des ambitions et puis on a l'effectif pour. Là, on en a parlé à toutes les missions. On a du monde, on a de la qualité, quoi qu'on en dise. Donc on peut, pour le coup, on a vraiment l'effectif pour jouer sur tous les tableaux. Et en plus, avec la nouvelle formule qui est plutôt intéressante, là, avec ces 8 matchs de poule, entre guillemets, voilà, je pense qu'on a vraiment un coup à jouer. Il y a la Ligue Europa, elle est très très belle, sincèrement, elle est très très belle à jouer. Il y a des super équipes, ça va déjà faire des super affiches, mais ça peut encore, si on se qualifie, faire des super matchs au Groupama, etc. Même financièrement, bah, mine de rien, si vous faites un huitième, un quart avec le stade plein à chaque fois, bah, c'est des rentrées d'argent supplémentaires. On peut pas cracher dessus à l'heure actuelle. Et puis voilà, pour les joueurs, je pense que ils ont, enfin, un Wilfried Zaha, vous le faites pas venir en disant notre but c'est de finir quatrième. Enfin, maintenant c'est plus comme ça, mais de juste jouer la Ligue Europa, quoi. Non, non, le but c'est d'aller le plus loin possible. Et un Matic, enfin tous ces joueurs-là, de toute façon, ils ont l'ambition d'aller très loin. Miko Tadze, bien évidemment. Donc, bien sûr qu'il faut la jouer à fond. Et je pense qu'on a les moyens de faire quelque chose, ouais, bien évidemment. Et toi, Mathias, est-ce que tu penses que l'OL a les ressources suffisantes pour pouvoir jouer sur les différents tableaux qui vont se présenter à lui? Les ressources, on les a, ça c'est sûr. On a fait que le répéter. On a beaucoup de joueurs, des joueurs de qualité. Maintenant, moi je suis un peu moins optimiste que Thomas. Euh, L'ADN OL, c'est vrai qu'il a existé et j'espère qu'il existe toujours, mais j'ai tendance à penser que, vu comment on galère, même en championnat, tu vois, contre, pour pas rabasser d'équipe, mais on galère contre des équipes qui ne sont pas du niveau européen.
Euh, on n'a pas un calendrier si facile que ça. Alors, on va jouer dans des ambiances assez chaudes, etc. Mais, tu m'aurais dit ça il y a quelques années, ou même avec des Marcelo, des Marsal, on va en demi-finale de Ligue des Champions. Là, il y avait un vrai ADN OL. Maintenant, je ne sais pas si on l'a toujours, et ça sera une réponse qu'on aura dans les prochaines semaines. Voilà. Clairement, Après, clairement. je nous vois quand même réussir à aller jusqu'en barrage au minimum. Maintenant, est-ce qu'on ira loin dans la compétition? Je sais pas. Je l'espère en tout cas, mais on verra. On verra bien, évidemment. On va suivre ça de très près. On fera d'autres émissions à ce sujet sur la Ligue Europa, forcément. C'est voilà, ce type d'émission que vous venez de vivre qui sera amené à être présenté de façon la plus régulière possible. Je vous promets rien, mais vraiment, j'ai envie d'en faire le plus possible, de façon plus récurrente possible sur l'Olympique Lyonnais. J'espère que ça vous a plu. Je tiens à remercier chaleureusement mes deux intervenants du jour. Mathias, merci beaucoup. Thomas, pareil, merci beaucoup. Déjà pour votre Merci à présence, toi. mais aussi pour votre pertinence dans toutes les réponses que vous nous avez apportées. C'était vraiment top de vous avoir pour cette première émission. Donc, merci beaucoup. Mathias, je te laisse juste quelques secondes. Tu peux même prendre quelques minutes pour nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ou sur Twitter notamment. Ça, bah ouais, Matolisso sur Twitter, voilà, je continue à faire un peu, à parler de football notamment, donc de l'OL aussi, faire quelques compilations de matchs, etc. J'essaye d'en faire sur YouTube, mais pareil, problème de copyright et tout, donc je peux pas m'étendre tant que ça. Donc voilà, principalement sur Twitter. Bah, je vous invite tous à suivre Matolisso sur Twitter si ce n'est pas déjà fait. Il y en a quand même pas mal qui sont sûrement déjà abonnés à toi. Thomas, pareil, je vais te laisser quelques secondes pour nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, que ce soit professionnellement ou même sur Twitter, sur les réseaux. Non, bah moi c'est surtout sur Twitter, hein, mais je suis un simple supporter et j'adore les compiles de Mathias. Franchement, il nous régale à chaque fois. Et c'est un vrai talent par contre de savoir faire des compiles qui donnent envie tout simplement. Moi ça me régale toujours. Donc merci Mathias et puis merci à Alex pour cette première. C'était hyper cool, hyper sympa. En espérant que ce soit la première d'une très 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 longue série. Et puis avec plaisir en tout cas pour continuer à te suivre et voilà. Et on va regarder ça et en espérant que l'aventure soit longue et belle. Ouais, trop bien. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et pour rebondir sur Mathias, c'est vrai qu'il fait des super comptes et en plus, il les fait hyper vite. Ça m'a toujours fasciné. Le match, il n'est pas fini. Ouais. Le match, il n'est pas fini. Il nous a déjà sorti la compilation de 3 minutes sur le joueur en question. On me prend pour un fou des fois, mais non, je suis normal. C'est mon cas, hein, je te prends pour un fou, moi, personnellement. Mais, aussi. Ah, mais c'est super. Merci beaucoup à tous les deux et merci à tous ceux qui auront écouté cette émission, qui auront suivi cette émission jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vraiment rebondir sur ce qui s'est dit sur ce début de saison de l'OL, tant sur le mercato, sur le départ de Frio, sur même les premiers matchs de championnat, sur la pré-saison aussi qui a été disputée. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires. C'est vraiment super intéressant d'avoir vos retours. Et à vous abonner à cette nouvelle chaîne aussi, ça lui fera le plus grand bien. Merci beaucoup, je vous dis à la prochaine pour d'autres émissions. Ciao.